Le restaurant Le Marais était plein. Les nappes blanches frémissaient sous les verres, quand un bruit sec brisa le murmure général. Un verre heurta la table, le liquide rouge giclant comme une accusation, et une voix haute coupa la musique de fond. Vous ne saviez pas encore que ces 3 secondes allaient décider de la suite. La femme de ménage, Amina Diallo, tremblait près du bar, un chiffon humide serré dans les mains, quand le PDG s'avança, costard sombre brillant sous les spots et chaussures qui claquaient sur le carrelage poli. « Arrêtez de me frapper !» cria-t-elle en français approximatif, sa voix craquant sous la pression, mais ce fut la moitié suivante de la phrase qui figea tout le monde. Les mots du PDG tombèrent comme des cailloux, nets et humiliants, portés par un ton méprisant et un sourire qui ne cherchait pas à cacher le mépris. À 51 ans, avec une barbe poivre et sel soigneusement taillée, Hugo Morel commandait des tables, des contrats et des réputations. Sa voix remplissait la pièce et chaque syllabe était un coup contre la dignité d'Amina. Les serveurs s'immobilisèrent, les couteaux tinrent un instant la lumière. L'odeur de citron des produits d'entretien flottait près du comptoir. Et Amina retira ses mains instinctivement vers son visage, comme pour arrêter la vague d'humiliation qui venait de l'atteindre. À 29 ans, mère célibataire, elle économisait depuis des mois pour inscrire sa fille à un cours de formation en cuisine qui devait changer leur vie. Au lieu de cela, elle récoltait ce soir-là l'écho d'une honte publique. Au fond de la salle, une table suréclairée par la fenêtre abritait un homme à l'apparence modeste, une veste usée, le regard posé mais calme. Paul Martin était un investisseur discret, habitué aux coulisses des entreprises et à la valeur des preuves. Son silence initial n'était pas indifférence, mais pesé. Ce silence fut la promesse d'une suite. Si vous voulez savoir comment une phrase mal dite, quelques documents et la détermination d'une communauté peuvent renverser un puissant, restez jusqu'à la fin. Les serviettes frôlèrent les genoux, la musique sembla reculer. Le parfum d'un plat renversé se dissipait et l'air chargé de tension pesa sur chaque convive dans le petit restaurant du centre-ville. La scène monta en intensité en quelques secondes. Les paroles du PDG prirent de l'épaisseur, des phrases dégradantes qui visaient non seulement le travail d'Amina, mais aussi ses origines. « Retourne à ton pays !» lança-t-il d'un ton qui chercha à humilier en public, tandis que certains clients détournaient les yeux et d'autres chuchotaient ou souriaient d'un air gêné. La chef de salle, Élise Laurent, tenta d'intervenir, sa voix trahissant l'hésitation entre loyauté envers le patron et protection du personnel. « Monsieur, calmez-vous, nous avons des clients », dit-elle, mains ouvertes, tentant de réduire la violence des mots. « Je paye pour ce restaurant », rétorqua Hugo, claquant presque son téléphone sur le comptoir, la lumière du moniteur projetant un petit rectangle froid sur son visage. Dans la cuisine, Clara, collègue d'Amina, retenta son souffle, l'écume du savon sur ses doigts lui brûlant la peau comme un rappel de l'humiliation qui montait. Le chef, Karim, posa sa cuillère, les yeux brillants d'une colère contenue. Autour, les murmures devinrent des jugements. Un homme riche n'avait pas besoin d'humilier pour se faire entendre, mais il choisissait la force de son statut comme arme. Les accusations de compétence, les insinuations sur l'hygiène, les regards qui fuyaient et la gêne palpable créèrent une atmosphère lourde. Malik, le vigile, tenta de ramasser les morceaux de verre, ses mains fortes tremblantes légèrement. Une cliente, Madame Dubois, garda le silence, serrant sa pochette contre sa poitrine, les ongles marquant le cuir. Paul, l'observateur, nota chaque détail, non pour s'enorgueillir, mais pour constituer une base. Les caméras de surveillance n'étaient pas visibles à l'œil nu, mais la promesse de technologie fut une pensée qui commença à mûrir. La peur d'Amina n'était pas seulement pour sa dignité, mais pour son emploi, pour ce salaire qui permettait d'envoyer sa fille à l'école. Les murmures firent place à un malaise collectif. La lumière du lustre oscillait légèrement, la sonnerie discrète d'un téléphone rappelait l'instant présent, et l'odeur du café brûlé s'insinua comme un contrepoint amer. La montée d'humiliation publique atteignit un point où la communauté se divisait entre ceux qui acceptaient la réalité imposée et ceux qui sentaient que la situation exigeait une réponse. Paul se leva enfin, lentement, comme si chaque mouvement était calculé. Il n'était pas le héros typique, mais un homme qui savait reconnaître les violences symboliques et leurs coups sur des vies ordinaires. Il s'approcha, posa sa main sur le dossier d'une chaise, prit une inspiration et parla d'une voix posée. « Je crois qu'il y a une erreur », dit-il, simple déclaration qui transforma la scène en question. À côté, Hugo haussa un sourcil, surpris par l'audace de cet inconnu. « Et qui êtes-vous pour demander cela ?» répondit-il, voix tranchante, tentant de reprendre la main sur la narration. « Un témoin », murmura Paul, et ce mot fit résonner un autre sens à la salle. Le contexte de chacun commença à apparaître. Amina avait vécu en France depuis 10 ans, avait appris le métier sur le tas, envoyé de l'argent à sa mère au Sénégal et nourrissait le rêve d'être formée pour devenir chef de parti et offrir une stabilité à sa fille.
Les 3 paragraphes qui suivent retracent sa trajectoire. Petite, elle aidait sa grand-mère à préparer des plats de fête, ses mains déjà habiles à pétrir et façonner la pâte. À l'adolescence, elle travaillait dans de petites cantines, apprenant les bases, découvrant l'odeur du pain chaud et le rythme des cuisines, la chaleur des plaques et le goût du bouillon qui réchauffe. À 29 ans, après des mois d'économie, elle avait enfin réservé une place pour une formation en pâtisserie, espérant transmettre une compétence à sa fille et sortir de la précarité. Ces 3 paragraphes de vie, racontés en quelques phrases au milieu de la salle, humanisèrent Amina aux yeux de plusieurs convives qui avaient d'abord vu une silhouette effacée pendre entre les tables. Paul nota aussi le profil d'Hugo, un patron dont la réputation avait longtemps été protégée par contrats et relations, connu pour couper des budgets et fermer des restaurants sans faire de vagues. Sa secrétaire personnelle, Sophie, protégeant ses agendas comme des reliques. Les indices se posèrent. Une relation tendue avec le personnel, des retours fréquents des fournisseurs et des comptes qui avaient changé depuis qu'Hugo avait repris l'affaire. Paul avait aussi des ressources, des avocats amis, une connaissance à la rédaction du journal local et un sens aigu du timing. Sa présence n'était pas fortuite, mais mûrement réfléchie. L'intervention de Paul n'était pas un acte impulsif, mais le début d'une petite enquête publique. Il demanda calmement à voir la vidéo de surveillance et suggéra de vérifier les rapports de présence. Sa façon d'aborder la direction, douce et insistante, changea la dynamique. « Monsieur Morel, dit-il, nous sommes tous témoins ici. Ce n'est pas simplement une réprimande. Si vous le permettez, j'aimerais consulter les enregistrements. » Hugo répliqua d'un ton sec. « Vous ne pouvez pas vous immiscer dans la gestion d'un établissement. » Paul répondit. « Je ne demande qu'à comprendre. La dignité d'une personne vaut une explication. » Élise, la chef de salle, prit alors le parti de demander poliment au gérant de fermer la salle un instant. La tension monta, mais la pression devant public. Dans le bureau, Paul téléphona à son amie journaliste, Hélène Moreau, lui demandant discrètement si elle pouvait couvrir l'affaire si les éléments le justifiaient. L'odeur de la cire sur le sol du couloir se mêlait à celle du café froid qui restait dans un gobelet. Tout était concret et sensoriel. Paul parla de documents, de registres de paie et de contrats, mots qui, prononcés dans l'air du restaurant, prirent un poids nouveau. « On veut juste des réponses, dit-il. » Et cette phrase simple provoqua un léger déplacement dans la salle, comme si l'air se réorganisait autour d'une possibilité de justice. Cette intervention donna le signal à d'autres témoins pour parler. Malik, le vigile, se rappela d'une altercation antérieure entre Hugo et Amina concernant des horaires. Clara confia qu'elle avait vu des feuilles de paie disparues. Paul demanda poliment une copie du planning et des feuilles de présence, déclenchant l'inquiétude visible sur le visage du directeur de salle, Bruno, qui cherchait ses mots. « Nous allons examiner cela », finit-il par dire, la voix tremblante, consciente que la réputation de l'établissement et surtout celle du PDG commençait à être examinée sous un autre angle. Les révélations ne tardèrent pas à apparaître quand la vidéo de surveillance fut extraite. Hélène arriva discrètement avec un ordinateur portable et monta en quelques clics l'extrait utile. La salle regarda la séquence où l'épisode se déroulait, image par image. Les gestes de Hugo devinrent littéralement visibles, ses mouvements précis, le moment où il avait saisi un verre, où il avait accentué sa posture pour humilier. La sensation visuelle de la vidéo se mêlait au bruit de fond capté, le froissement d'une veste, la respiration haletante d'Amina, le cliquetis d'une tasse. Hélène commenta à voix basse, « Regardez la façon dont il se penche pour chercher les faits », et Paul ajouta des notes sur l'incohérence des déclarations de la direction. Puis vinrent les documents. Clara fouilla dans un tiroir et retrouva des fiches de paie. « Il manque des mentions, dit-elle, le papier rugueux frottant entre ses doigts froids. Les feuilles exposèrent des anomalies, heures non comptabilisées, primes promises jamais versées, signatures suspectes. Le son du papier froissé résonna presque comme une confession. Sophie, l'assistante d'Hugo, tenta de minimiser en parlant d'erreurs administratives, sa voix légèrement éraillée. Paul répliqua avec mesure, « Les erreurs ont un coût humain. » Les échanges devinrent plus nombreux et plus tendus, la salle devenant un tribunal improvisé. Karim, le chef, plia une serviette d'un geste nerveux, le tissu contre sa paume, rappelant que la cuisine était aussi un lieu de dignité professionnelle. Les 5 sens furent mobilisés. La vidéo donnait l'image, les documents apportaient le toucher du papier et l'odeur d'encre, la voix enregistrée révélait les sons, l'atmosphère avait un goût métallique d'injustice, et la confrontation physique, même limitée à des regards, produisait une sensation de pression presque palpable. Les preuves furent rassemblées méthodiquement par Paul et Hélène. Chaque feuille révélée affaiblissait un peu plus la posture du PDG, dont la couleur du visage changeait sous l'effet de l'enquête. La réputation, si soigneusement construite, commença à se fissurer à vue d'œil. Le moment du face-à-face public arriva quand les documents furent lus à voix haute. Hélène transmit les éléments au chef de salle,
qui, repris par la nécessité d'agir, proposa une rencontre formelle pour clarifier la situation. « Monsieur Morel, dit Paul devant tout le monde, la communauté mérite des réponses et Amina mérite sa dignité. » Les dialogues qui suivirent furent denses, rapides, riches en échanges directs et en interruptions, chacun exerçant son rôle, chacun reprenant la parole. « Vous ne pouvez pas insinuer que j'ai mal agi, protesta Hugo. « Regardez la signature, dit Paul, en montrant une fiche où la signature semblait altérée. « C'est un faux, lança Clara la voix tremblante. « Je ne savais pas, balbutia Sophie, incapable de soutenir le regard de la salle. « Nous avons des témoins, ajouta Malik, et des enregistrements. » Les échanges se succédèrent, souvent courts, souvent coupés, jusqu'à atteindre une dizaine d'interventions qui firent basculer la balance. La résolution immédiate fut proposée, réparation publique, excuses officielles et un contrat de travail révisé pour Amina, après vérification par la mairie et l'inspection du travail. Les murmures dans la salle devinrent des applaudissements timides, la tension baissa comme une marée qui se retire. Hugo, pris de court, accepta à contre-cœur de signer un protocole de réparation sous la pression de preuves concrètes et de l'attention médiatique. Le stylo gratta le papier, le son sec de l'encre sur le carton, marquant la fin d'un acte et le début d'un autre. La décision eut un effet immédiat. Le PDG quitta le restaurant sous un nuage de regards, sa posture altérée, tandis que la communauté restait pour mesurer les conséquences. Amina prit quelques instants pour décider. Le poids de l'émotion et la peur du lendemain luttaient contre le désir de reprendre la dignité perdue. Elle consulta Clara, lui serrant la main, sentit sous ses doigts le tissu rugueux comme une encre. « Je veux que ce soit juste, » dit-elle, la voix petite mais claire. « Tu as été courageuse, » répondit Clara, l'étreinte forte. Le conseil municipal, représenté par l'adjointe à la cohésion sociale, Madame Legrand, proposa de suivre le dossier et d'assurer la réinstallation d'Amina dans un poste stable. Paul proposa un micro-projet, une formation en pâtisserie prise en charge par une association locale si Amina acceptait la médiation. Les dialogues furent brefs mais nombreux, au moins 6 échanges qui montrèrent le soutien concret de la communauté. Le maire adjoint, Marc Petit, promettait une aide logistique. Hélène proposait une couverture médiatique empathique, Karim offrait d'intégrer Amina en cuisine durant la formation, et Sophie, désormais consciente, proposa de revoir avec les RH toutes les pratiques administratives. Les réactions publiques furent immédiates. L'équipe applaudit, quelques clients se levèrent pour saluer, et le restaurant sembla respirer pour la première fois depuis le début de l'incident. La signature finale d'un accord provisoire fut accompagnée d'une brève déclaration d'excuses publiques de la part de la direction qui reconnut la nécessité de réparations concrètes. L'émotion qui envahit Amina fut contenue mais puissante, les larmes dans ses yeux réfléchissant la lumière chaude des spots, ses mains serrant le contrat comme si c'était une promesse. La communauté trouva un premier apaisement, et la phrase répétée fut « dignité et réhabilitation » plutôt que vengeance. Le premier moment de tension survint une semaine après, quand des rumeurs circulèrent que Hugo envisageait de faire appel et de contester la validité des documents. Les souvenirs de la scène initiale refirent surface pour plusieurs employés et Amina sentit de nouveau une pression ancienne. Elle se remémora la fois où un ancien employeur l'avait accusé d'avoir évoqué de faux horaires, un souvenir qui activait la peur de perdre à nouveau sa source de revenus. Cette lutte interne la poussa à décider d'accepter l'accompagnement d'une ONG pour porter plainte formellement si nécessaire. Le deuxième moment de tension arriva 2 mois après, lors d'une réunion avec l'inspection du travail, où les avocats du PDG tentèrent de discréditer des témoins en évoquant des contradictions mineures dans leurs témoignages. La communauté dut alors se rassembler et réaffirmer la cohérence des récits, transformant l'inquiétude en stratégie collective. Le troisième moment de tension se déroula à la veille d'une audience publique, quand le restaurant reçut des messages anonymes visant à intimider Amina et ses proches. La peur physique se mêla à l'émotionnel. Ces 3 passages, chacun d'environ 500 caractères, montrent les étapes où la décision et la mémoire sont activées, poussant Amina à choisir la résilience plutôt que le retrait. 1 mois plus tard, le bilan montrait déjà des changements concrets. Amina avait commencé une formation courte en pâtisserie financée par une association nommée les Mains Solidaires et par une cagnotte organisée par des clients réguliers tels que Madame Dubois et Malik. Elle suivait des ateliers pratiques 2 fois par semaine, ses mains retrouvant la confiance sur des pâtes et des glaçages, le parfum sucré des préparations comblant les souvenirs amers. La mairie avait écrit un courrier officiel au restaurant rappelant ses obligations et proposant un partenariat pour la formation des personnels. 3 mois après l'incident, la situation évolua encore plus. Un accord de partenariat fut signé entre Le Marais et une école de formation professionnelle locale qui accepta d'accueillir Amina et 3 autres employés du restaurant pour un cursus modulable rémunéré.
La communauté avait mis en place un fonds de soutien piloté par Paul et Hélène pour aider les salaires pendant la formation. Les chiffres parlèrent. 10 employés participaient à un programme de formation, le taux d'absentéisme avait chuté et le restaurant avait aussi mis en place une charte de respect et de dignité signée par tout le personnel et la direction. 6 mois après, la transformation devint visible et durable. Amina avait été embauchée officiellement comme pâtissière junior avec un contrat révisé et une augmentation modeste mais symbolique. Le projet le plus marquant fut la création d'un atelier de formation interne appelé Atelier Dignité, financé par une partie des bénéfices du restaurant et soutenu par la mairie. Cet espace accueillait désormais une dizaine de personnes en formation chaque trimestre, des membres de la communauté au chômage aux réfugiés cherchant une insertion professionnelle. Les noms de personnes impliquées devinrent familiers. Hélène pour la couverture médiatique, Paul pour le soutien financier et stratégique, Karim pour le mentorat en cuisine, Clara pour l'accompagnement quotidien, Sophie pour la révision administrative et Madame Legrand pour la logistique institutionnelle. Les chiffres et les visages attestèrent d'une transformation. Depuis l'incident, 5 contrats corrigés, 3 formations financées et une augmentation de la fréquentation du restaurant due à une réputation de responsabilité sociale retrouvée. Maintenant, revenons à vous un instant. Si vous étiez présent ce soir-là, que feriez-vous ? Prenez une seconde et imaginez la scène, la tension, la peur et la possibilité d'agir. Partagez en commentaire ce que vous feriez en commençant votre phrase par « J'agirais ainsi » et décrivez une action concrète. Avez-vous déjà assisté à une injustice publique et agi ? Vos expériences aident d'autres personnes à comprendre des stratégies pratiques et montrent que la solidarité prend des formes variées. Chaque commentaire construit une cartographie d'actions possibles et nous lisons vos récits pour inspirer d'autres épisodes. Merci d'apporter votre voix. Maintenant, reprenez la vidéo. La suite va montrer comment des documents, des témoignages et une volonté collective ont créé une réparation réelle. La conclusion s'imposa avec force tranquille. L'épisode qui avait commencé par une humiliation publique s'était transformé en un chantier collectif de réparation et d'apprentissage. Le PDG avait perdu une partie de son aura locale, mais la leçon la plus importante ne visait pas la vengeance. La communauté, encouragée par des personnes comme Paul et Hélène, avait choisi de reconstruire en offrant formation, contrat et dignité. Le restaurant devint un lieu d'insertion. Atelier Dignité prit son envol et la réputation qui avait été affectée se redéfinit autour de valeurs de respect et de responsabilité. La meilleure revanche fut la construction d'une structure qui empêchait les humiliations futures et qui donnait des opportunités concrètes à ceux qui, comme Amina, avaient été fragilisés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour suivre d'autres récits où preuves et actions concrètes se rencontrent pour restaurer la dignité. Rappelez-vous que la puissance réelle ne vient pas des privilèges, mais de la capacité à reconnaître compétences et dignité pour les transformer en projets durables. Une humiliation publique peut être le début d'une grande transformation.